ونكري العشرة والخير وعلاش تنظر وعلاش علاش تنظر وعلاش علاش تنظر موتي حق عليك وعلاش تنظر وعلاش علاش تنظر وعلاش علاش تنظر أو ماشي حق عليك. Mes chers compatriotes, bonsoir, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Culture, l'autre regard, votre rendez-vous culturel qui entrecroise les regards sur la littérature et les arts. Baudelaire disait « Homme libre, toujours tu chériras la mer ». Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir deux romanciers qui ont appliqué ce vers au pied de la lettre, c'est le cas de le dire, puisque je reçois deux auteurs qui ont pris la mer pour cadre afin de nous emmener dans une quête, c'est le cas de le dire, et vous allez bientôt le découvrir avec nous. Nous allons appareiller, comme le dirait mon premier invité, avec Ahmed Benzleha, romancier, essayiste, économiste par ailleurs, de formation. Ahmed Benzleha, bonsoir. Bonsoir cher ami, je vous remercie de m'accueillir dans votre émission. Merci à vous d'être parmi nous et de m'avoir donné cette petite image qui nous permet d'embrayer sur le thème. Très bien. Monsieur Benzleha, vous êtes l'auteur de plusieurs articles, essais, mais aussi de plusieurs romans. Dernièrement, La lauréate de Cervantes, L'esquif des mots, une foule d'autres ouvrages. Et vous êtes aussi l'auteur du roman qui nous intéresse ce soir, à savoir Elias, paru en 2019 aux éditions Casbah. Merci encore d'être parmi nous. Merci cher ami. Votre roman a pour cadre la mer et il a pour héros Elias, oui. D'où le titre du roman. En fait, il n'a pas seulement pour cadre la mer, mais la mer Méditerranée, de absolument, manière oui. plus précise. S'il s'agissait de s'intéresser un peu à l'entreprise d'Elias, je dirais que au-delà du voyage, c'est d'abord une découverte. Donc en fait, Elias qui est tout simplement un Ulysse des temps modernes, s'en va en voyage pour découvrir la vie et au-delà de la vie, se découvrir lui-même. Absolument. Et donc, à chaque fois qu'il rencontre des gens ou des situations, c'est une occasion pour lui de se redécouvrir, de prendre position. Et en fait, s'il fallait trouver une conclusion à toute cette démarche, c'est surtout de souligner l'humanisme profond du personnage, de sa démarche et de sa recherche. S'il recherche un masque, ce n'est pas un hasard. Oui. En fait, le masque, c'est un peu ce qui pourrait nous rendre dans ce grand théâtre qui est la tragédie, enfin, la vie, la confrontation de l'humanité avec la réalité, une forme donc de tragédie, mais une tragédie au sens antique du terme, qui pourrait quand même avoir au-delà disons, de la tristesse, de notre finitude, mais aussi des plaisirs et un bonheur de vivre, de découvrir. Et c'est ce que j'ai essayé à travers les différents chapitres de dresser pour la lectrice et le lecteur. Et d'ailleurs, vous plantez dans les premières pages un petit peu le caractère d'Elias, qui va évoluer au fur et à mesure vers cette quête d'humanité, oui. Où il va un petit peu se retrouver lui-même et où va au fur et à mesure faire son mea culpa pour apprendre à se pardonner. Se pardonner d'abord son échec oui. Familial, oui. Puisqu'il a d'abord une ex-femme, ensuite il se remarie, il a des enfants. Et on sent d'abord, avant justement cette quête qui va petit à petit faire figure de rédemption, on sent ce côté nihiliste, ce côté narcissique, oui. Ou comme vous dites, avec beaucoup de, je dirais pas d'ironie, mais avec une certaine tendresse aussi, hein, vous oui, dites, où il part en essayant de
en essayant de se faire pardonner par son ex-femme et sa femme, Oui. alors qu'en vérité, elle s'en fiche un peu, hein. C'est surtout à lui-même qu'il doit se pardonner Oui, cette fuite. vous savez, une fuite, je ne sais pas. C'est-à-dire que pour nous, peut-être, au premier abord, ça pourrait être une fuite. Mhm. Mais en fait, c'est surtout une évasion au sens noble du terme. Oui. Ce n'est pas la fuite sordide, au contraire, c'est une chance qu'il Oui. s'octroie lui-même. Et là, je voudrais souligner l'importance de la liberté dans sa démarche, dans son choix. A priori, c'est d'abord ce qu'on va penser, c'est-à-dire que c'est une fuite un peu lâche, Oui. voilà. Oui. Et c'est au fur et à mesure que cette dimension plus noble, comme vous l'avez dit, va apparaître. Oui. Et il va fuir une ville qui s'appelle Stasis, Oui. c'est-à-dire l'immobile, la stase. Oui. Et on se demande aussi s'il ne se fuit pas lui-même. Quelque Et part. cette immobilité dans oui. sa vie qui n'arrive pas à secouer. Et parce que en fait, Stasis est d'abord réfère au fait que ça soit une cité immobile, mais c'est aussi une cité en crise. Et Corruption, etc. voilà, il ne veut pas, disons, s'enfermer dans cette cité où finalement il n'a plus de place. C'est pour ça que en prenant un peu le large au sens propre et figuré du terme, il a une meilleure appréhension des choses et une meilleure appréhension de lui-même. Oui. Partant de là, il fait, comme vous l'avez souligné, un voyage qui est quelque part aussi une ascension, une odyssée, une ascension. Et là, la référence religieuse est importante, on le découvre au fil des chapitres. Et mythologique aussi. Mythologique d'une part, mais aussi religieuse, Oui. puisque quelque part aussi, ce voyage réfère à la sourate, la caverne, El Kahf, Oui. où il y a à chaque fois la présence de la mer et avec le personnage de Qarnayn, Oui. de cette idée d'aller de l'avant. Oui, des prophètes Younes et Yahya Oui, aussi. et donc d'une part. D'autre part, c'est aussi une ode à la Méditerranée, au plaisir que peut offrir cette partie du globe terrestre, au plaisir au pluriel. Et à terme, si ce masque est découvert, on laissera les lectrices et lecteurs le découvrir, c'est un peu aux dépens finalement d'Élias et de ce qu'il avait comme projet. Oui. D'où le fait que le voyage était plus important peut-être que la destination. Oui, quelque part, voilà. c'est ce qui est souligné dans Élias. Je pense que c'est un peu aussi le cas pour Conquistador. Absolument. D'ailleurs, le véritable trésor n'est pas celui qu'on pense. Absolument. Et pour Élias, le masque n'est pas celui auquel on aurait pensé de prime abord. Oui, il y a beaucoup d'allégories dans votre roman, on va y revenir, puisque lorsqu'Élias décide de fuir, son quotidien morne, sa ville corrompue, son couple chaotique, il va entamer une véritable odyssée. Oui, absolument. Donc il s'embarque sur le Moïse, Oui. dirigé par le capitaine Bramble, Oui. marin, poète et grand lecteur de Montaigne. Voilà. Montaigne chante de l'examen de soi. Absolument, et c'est surtout un des plus grands humanistes qui ait connu la littérature et au-delà la pensée. En fait, il y a tout au long du roman, du récit, et faut-il souligner qu'il s'agit d'un récit linéaire, c'est-à-dire que il n'y a pas, si vous voulez, de coupure, il n'y a pas d'analepse. Voilà. Donc, ou l'inverse. on part d'un point de départ, le port donc de Stasis, et on arrive dans un autre port. Je ne veux pas dévoiler le port en question, et on voit que en fait,
les destinations ne sont pas toujours celles qu'on avait crues auparavant. Oui, d'ailleurs, vous jouez un peu avec, aussi bien avec l'histoire qu'avec la géographie. Oui, avec l'histoire, avec la géographie et Avec la mythologie aussi. avec la mythologie, mais aussi avec beaucoup de choses contemporaines, avec Facebook, avec Oui. certains personnages de l'actualité. Vous verrez que le Cyclope, par exemple, peut référer à un personnage réel. Par la suite, le pirate, par exemple, qui est Marque non 4. seulement, voilà, Mark IV, et là, le prénom réfère bien sûr à l'inventeur, enfin au fondateur de Facebook, mais aussi avec le 4, réfère aussi à une marque d'embarcation de Zodiac, où il y a un type de Zodiac qui s'appelle justement Mark IV. Et donc, on voit bien que, un peu comme ici avec ces petits galets, ça fait bien parce que ça nous rapproche un peu de la mer, encore une fois. Il y a tout au long du récit des repères, de petits clins d'œil, mais je préfère quand même la beauté de cette petite pierre bleue pour référer à d'autres mondes, à d'autres récits, un peu en intertextualité, et qui fait, je dirais, la richesse de ce récit, mais aussi la richesse de celui qui s'y projette, Absolument. lectrice ou lecteur. Oui, il y a beaucoup de mythes que vous revisitez. Mark IV, qui est un pirate, à la fois informatique et maritime, Oui, va aborder le Moïse et il va, comme tel un sphinx, oui, poser une énigme à Elias, oui. que je vais proposer à nos compatriotes. Peut-être qu'ils prendront plaisir à essayer Oui, de la décoder. oui. Donc, je me tourne vers vous, chers téléspectateurs, et je vous demande, quel est l'aveugle qui voit sans voir et fait voir ce qui ne se voit pas à celui qui voit et finit par croire à Dieu devant son Dieu? Si vous ne trouvez pas, la réponse se trouve dans le livre de M. Ahmed Ben Zeliha, Elias. Et donc, Elias, lui, échoue à répondre. Oui. Et donc, il est abandonné dans Parce dans une barque. qu'il est en fait au tout début de sa quête. de sa quête, de son voyage. Et ce n'est pas un échec consommé. Certes. C'est un échec duquel il va apprendre. Et c'est ce qui est intéressant donc dans cette quête, où l'échec n'est pas un échec qui est privatif, Oui. qui va donc priver son auteur ou son sujet de la suite de ce qui va advenir. Absolument. Et ce qui va advenir juste après cet échec, c'est ce monde de charnel, de plaisir charnel, dans lequel se trouve plongé Elias pour un moment. Oui, puisqu'il va retrouver Gada, qu'on peut prendre pour la Circé d'Ulysse. Oui, Et ensuite, il va se diriger, il va finalement revenir de cette île des plaisirs pour être récupéré par un chalutier. oui, Il va être sauvé par un chalutier, il va atterrir sur une autre île, cette fois-ci moins mythique, on va dire, oui, où il va piéger un idylle corrompu. absolument. Voilà, Absolument. il va... Vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui réfèrent un peu à la réalité de notre monde d'aujourd'hui. Et au-delà donc de la mythologie, du récit romanesque, il y a aussi une dénonciation du monde dans lequel nous vivons. Des rapports d'inégalité qui s'installent dans les sociétés, ce capitalisme qui règne en maître et de manière souvent très injuste un peu partout dans le monde, cette mondialisation qui aurait dû se faire sur des bases de générosité, de compréhension, de tolérance, et
qui malheureusement se fait sur d'autres bases. Donc ce n'est pas une odyssée au sens restreint du terme. Oui. C'est une odyssée que j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire, Ce qui se ressent à la lecture, à mener. C'est une odyssée aussi qui réfère non seulement à l'Odyssée originelle, initiale d'Homère, mais aussi, et vous l'avez souligné tout à l'heure, avant que nous commencions l'émission, il y a beaucoup d'emprunts au cinéma. Absolument, oui. Et en cela, il y a un réalisateur que personnellement j'aime beaucoup, c'est peut-être mon réalisateur préféré, c'est Stanley Kubrick et son fameux 2001, l'Odyssée de l'espace, 2001, l'Odyssée de l'espace, et au-delà, Orange Mécanique, que je cite aussi au niveau du roman. En termes d'épaisseur psychologique, Mark IV, pirate, informatique et pirate maritime, mais aussi anarchiste, Oui. athée suite à la mort de sa mère, Oui, et chez qui on retrouve cette même rage narcissique que le personnage d'Orange Mécanique, Alex. oui. Voilà. C'est un peu par Rage certains, de destruction. voilà, par certains aspects, un personnage de film Orange Mécanique, mais aussi c'est un personnage qui est un peu dans un procès. Et lorsque je le fais voyager à Vienne, puis à Prague, pour se rendre à la tombe de notre ami son nom, Kafka. Oui. Kafka, ce n'est pas Suite un à la hasard. mort de son ami Morphal. Voilà, Oui. donc on voit bien que ce n'est pas une odyssée antique et seulement réservée à des spots, je dirais, qui référaient à Homère. Oui, il y a une ouverture sur la littérature, sur la littérature contemporaine, Vous allez constamment du réel à l'imaginaire et de l'imaginaire au réel. Vous transformez par exemple le chant des sirènes en un canon à son. Oui. Par exemple, lorsque le Moïse se fait attaquer par... Oui, et puis vous savez, lorsque j'avais écrit ce chapitre, le canon à sang n'était pas aussi connu que par la suite. Oui. Et donc, bon, je me suis dit, tiens, voilà un peu ma petite trouvaille. Oui, les lotophages, voilà. en fait, sont tout simplement des marins drogués par le second afin Oui, justement de... qui font un peu dans le trafic de drogue aussi. Et on voit bien que ce qui est mis en scène dans le roman, c'est l'éternel humain. Oui, d'ailleurs, C'est ça, qui exprime une réalité concrète, parfois à travers des mythes, et souvent voire à travers des mythes. Oui. D'ailleurs, le travail sur les mythes, sur le mythe en général en tant que notion, est un travail qui est souvent mis en exergue au niveau du travail romanesque, du travail littéraire. Donc, parfois, il faut chercher derrière chaque passage peut-être aussi le mythe auquel il réfère. Il se réfère, oui, voilà. Absolument. Pour justement développer avec vous aussi la quête d'Élias, qui va l'amener, il faut pouvoir vous suivre un petit peu, parce que vous jouez beaucoup avec la mythologie, avec la géographie. Donc il va trouver une sorte de caverne des sept dormants. Absolument. Et oui. Éphèse, qui est historiquement le lieu où elle est censée se trouver, chez vous s'appelle Spélaion, Oui. qui signifie la caverne. Absolument. Donc c'était assez facile un peu à imager. Oui. à imager. Mais ce qui était un peu plus difficile, c'est d'aller vers le Tibet, et donc du côté pakistanais, et de trouver une ressemblance entre le mont Sinaï et donc la montagne de la mort. Oui, Nandan Parbat. Voilà. Et si vous voulez, ce va-et-vient entre les cultures, entre les civilisations, entre les textes sacrés, n'était pas quelque chose d'arbitraire, c'était voulu.
Et ce que j'avais voulu, à travers cette entreprise romanesque, c'est de faire en sorte que chacun ressente la culture dite de l'autre comme sienne. Comme la sienne, exactement. Et ça ne résiste pas à une approche, je dirais, honnête des choses. On voit que finalement, les préceptes, les récits, les mythes sont tous les mêmes. Absolument. Et ce n'est pas un hasard aussi si à un certain moment j'ai cité la tradition première et tout ce qui a été fait, notamment par Guédan, dans ce domaine. Et donc on voit bien que Simone Veil. Oui, pour la Méditerranée. Oui. Et, avec un W. Exactement. Il y en a deux, Oui. tout aussi intéressantes l'une que l'autre. Simone Veil a été, d'ailleurs ça me permet de lui rendre hommage, a été une grande amie de la cause algérienne et en cela il faut à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire lui rendre hommage. Et donc vous voyez bien qu'il y a des gens de bonne volonté, que ce soit des hommes ou des femmes, qui construisent des passerelles, des ponts entre les cultures. Et mon ambition, modestement, c'est de compter parmi ceux-là. Dire que l'Odyssée n'est pas seulement réservée à une culture dite hellénique, dite grecque, dite aujourd'hui occidentale. Oui. C'est un patrimoine qui nous est tous commun, nos Odyssées, oui. Donc nous avons tous nos Odyssées. Et, comme celle par exemple de Dhul Qarnayn. Absolument. Et ce qui est intéressant, c'est que nous puissions retrouver des éléments communs dans les traditions, dans les religions, dans les approches de chacun. Et ceci peut être aussi une preuve que, encore une, que les hommes sont faits exactement de la même manière. Et c'est exactement ce qui est ressorti de votre intervention dans un colloque autour de Mohammed Dib, dont nous fêtons le centenaire, à savoir que oui. Nous sommes tous frères. Immense écrivain. Immense écrivain. On ne dira jamais assez. Et en somme, votre conclusion lors de ce colloque, c'était que ce qui ressort dans la littérature de Mohammed Dib, c'est justement cette communauté in fine de destin. Nous avons les mêmes souffrances, cette fraternité dans la condition humaine. Absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est en cela que son œuvre est pérenne. Et immortelle. Immortelle. Elle s'inscrit dans le temps. Parce qu'elle s'inscrit dans une démarche humaniste, profondément humaniste. Oui, non pas l'humanisme peut-être un petit peu abstrait, galvaudé. Vous savez, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont galvaudées, mais oui. je parle d'un humanisme sincère, oui. Profond, oui. qui fait que Omar, par exemple, peut émouvoir absolument. un Français, un Espagnol, etc. Il le fait d'ailleurs, c'est-à-dire que la valeur de la littérature, au-delà de la langue qu'on utilise, c'est d'être universel. Absolument, absolument. Et cela me permet justement d'embrayer sur notre rubrique, puisque pour célébrer le centenaire de Mohammed Dib, nous lui consacrons une rubrique dans cette émission. Excellent. Qui s'intitule « Ombre gardienne ». Donc je vous retrouve, mes chers compatriotes, tout de suite après le jingle. Immense écrivain, comme vient de le souligner Ahmed Benzeliha, et comme c'est de circonstance, ce soir nous allons redécouvrir un petit passage du fameux roman « Qui se souvient de la mer ?» Par la brèche, j'aperçois la mer. La mer éclairée, resplendissante, endormie, mais modulant une seule note. En quoi je reconnais l'appel? Je la contemple oscillant dans son sommeil. Elle avait disparu depuis si longtemps que chacun a égaré au fond de soi l'image d'elle que je vois s'offrir à mes yeux.
Tandis que son miroitement grandit, je me laisse submerger par la voix que j'avais presque oubliée. Sa retraite n'a pas été qu'un jeu, qu'une feinte, je le sens ici devant elle. Qu'est-ce qui l'a détournée de nous? Pourquoi s'était-elle retirée? Inutile de s'interroger, nul n'a de droit sur elle. Je regarde la mer. Soutenu par cette certitude, je me retourne. Toutes les momies ont repris leur place. Je m'en vais sous la protection du même chant. Les momies ferment les yeux pour ne pas me voir. Une lumière inconnue inonde la ville. La sensation m'empoigne que le commencement ou le renouveau est proche et qu'en attendant, la vie se poursuivra sous cette voie caressante. Les plus coupables sont ceux qui se défiaient de la mer, choisissant de s'enfermer chez eux. Celle qui prodigue le plus d'elle-même ne le fait pas par contrainte ou pour donner l'exemple, mais par une poussée, une nécessité qui récuse le calcul. يا بهجتي على بالي باللي يحبوا ولادك ليك ضاوي في ظل زناقك كل أم تونس بك تحلم بحلمها باللي بنها مليك. N'y ne casse pas. Je sais que c'est dans l'obscurité de ses entrailles que la mère adore son enfant. De même que c'est dans l'obscurité de tes ruelles que l'on reconnaît tes enfants. Qui se souvient de la mer, roman allégorique, roman où, à l'instar de Ahmed Ben Zleikha, Mohamed Dib utilise des néologismes. Ainsi vous faites, on l'a dit tout à l'heure avec Spélaïon, avec la ville de Sylphium. Et vous reprenez aussi les récits prophétiques, puisqu'à un moment donné, Elias va rencontrer Yahya sous la figure d'un ermite baptisé Johannes. Absolument. Voilà, et qui va un petit peu le guider dans sa quête. Oui, en fait, vous savez, il n'y a pas seulement Yahya, il y a aussi Al-Khudr. Al-Khidr, oui. Qui est le compagnon initié de Moïse. De Moïse. Et là, le puzzle, peu à peu, est en train de se reconstituer. On voit bien qu'avec le bateau qui se nomme le Moïse, avec l'homme en verre qui conseille à un certain moment Elias, oui. C'est grâce à lui qu'il va piéger Lédi. Voilà. Et avec la devinette ou l'énigme que vous avez cité, avec à la fin la référence au pharaon, on voit bien qu'il y a beaucoup de choses allégoriques dans le récit. Mais ce qui est intéressant, au-delà de l'allégorie, c'est de pouvoir construire une cohésion qui fait que, à la fin, lorsqu'on referme le roman, on est satisfait de ce qu'on a pu suivre. Lorsque je dis satisfait, ce n'est pas seulement en matière d'utilité, mais surtout de plaisir. C'est-à-dire on a eu du plaisir à suivre un récit. Et je pense que c'est d'abord cela, ou en cela, que la littérature est importante. Elle fait apprendre, mais elle donne aussi beaucoup de plaisir. C'est d'ailleurs le premier rapport qu'on a au livre. Voilà. Et là, ça nous permet aussi de revenir vers le livre du roman de notre ami Hamdan. C'est cette idée que, même s'il y a un aspect tragique, le livre est quand même une voie de rédemption, une voie par laquelle on pourrait être sauvé. Et je pense que, sans aller un peu dans un sentimentalisme de mauvais aloi, lorsqu'on lit un livre, on est quelque part sauvé.
Certes. On est quelque part sauvé par rapport peut-être à son quotidien, peut-être à une situation qu'on vit, par rapport à quelque chose qu'on aurait voulu savoir mais qu'on ne sait pas encore. Tout cela se retrouve dans le livre et ce n'est pas un hasard que Dieu lui-même a choisi de nous transmettre ces messages à travers les livres. Là encore, pour justement pour ne pas gâcher ce plaisir que vous évoquiez tout à l'heure, on ne va pas évoquer comment se termine l'Odyssée d'Élias. Oui. Un petit peu comme l'énigme que nous avons mentionnée, on va laisser le lecteur découvrir cela avec votre roman. Là encore, je conclus avec vous. Vous le disiez tout à l'heure avec votre confrère, avec Hamdan Graïn, l'essentiel est qu'on continue d'écrire. C'est lorsqu'on s'arrête que... Oui. Voilà, et vous parliez d'être sauvé par la lecture et aussi être sauvé par l'écriture. Quels sont en ce moment vos... Pour le moment, je n'ai pas de projet précis. Peut-être à l'avenir un roman qui va être consacré à la montagne. Très bien. Voilà, il y a toujours cette idée d'ascension. Et j'ai vu une montagne du côté de la Kabylie, le mont Tamgout. Et je me suis dit, tiens, ça se prêterait bien à un roman. Donc c'est un peu en gestation pour le moment. Ben, j'espère en tous les cas que nous aurons bientôt le plaisir de le découvrir et le plaisir d'en reparler. Inch'Allah, merci de m'avoir invité. Merci à vous, M. Benzleha, d'avoir été parmi nous. Je rappelle que vous êtes l'auteur de ce superbe roman, Elias, paru aux éditions Kasbah. Merci beaucoup. Merci encore à vous, M. Benzleha. Merci Hamdan Graïn. Messieurs, à très bientôt. Quant à vous, mes chers compatriotes, merci de nous avoir suivis. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre, comme vous prendrez plaisir à lire les romans de mes deux invités. Et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine tout simplement, pour un nouveau numéro de Culture, l'autre regard.